Salut à tous, moi c'est Timothée. Bienvenue dans le Petit Bûcher. Aujourd'hui, nous allons raviver la flamme avec un sujet brûlant. L'affaire Jubilard, d'une disparition inquiétante à un procès pour meurtre. Salut, moi c'est Nora et je tiens à préciser que le sujet d'aujourd'hui n'est pas destiné à des personnes plus jeunes que nous. Salut, moi c'est Maëline. Et oui, car cette histoire commençait pourtant bien. À Albi, dans le Tarn, Delphine Ozaguel naît le 15 novembre 1987 au sein d'une famille nombreuse. Très tôt, elle se distingue par son empathie et son sens de l'écoute. Elle choisit donc naturellement de travailler dans le domaine de la santé et devient infirmière, travaillant de nuit à la clinique Claude Bernard d'Albi. Son enfance est cependant marquée par plusieurs épreuves. Tout d'abord le divorce de ses parents, puis la mort brutale de son père alors qu'elle n'est âgée que de 12 ans. Fort chez elle un caractère déterminé et engagé. En 2005, Delphine rencontre Cédric Jubilard lors d'une soirée. Entre eux, c'est un véritable coup de foudre. Le couple achète un terrain à Cagnac-les-Mines pour y construire la maison de leurs rêves et se marie en juin 2013. En 2014, naît leur premier enfant, Louis, puis leur petite fille Elia en 2018. Mais derrière cette image de famille unie, les difficultés apparaissent. Peu à peu, Delphine Ozaguel perd également sa mère, ce qui la laisse orpheline à seulement 28 ans. Son mariage se détériore progressivement face à un mari présumé violent et accro au cannabis. Delphine Jubilard envisage le divorce. Comment cette vie de famille pourtant banale a-t-elle pu prendre un tournant aussi tragique ? L'affaire débute dans la nuit du 15 au 7 décembre 2020. Vers 4h du matin, Cédric Jubilard appelle les gendarmes d'Albi pour signaler la disparition de sa femme. Il explique s'être couché tôt pendant que Delphine regardait la télévision. Réveillé par les pleurs de leur fille vers 3h45, il constate que Delphine n'est plus là. Elle serait partie avec seulement son téléphone et une doudoune blanche, sans voiture ni papier. Très vite, plusieurs éléments intriguent les enquêteurs. Delphine avait peur du noir, ses chiens sont retrouvés seuls dans le jardin, et son téléphone cesse d'émettre à une centaine de mètres de la maison. Autre détail troublant, le téléphone de Cédric Jubilard a été éteint vers 22h. Les gendarmes découvrent également les lunettes de Delphine cassées et dissimulées sous le canapé. La nature de la casse laisse supposer un coup violent. Des voisins affirment avoir entendu des cris vers 23h suggérant une dispute. Ces derniers iront même jusqu'à enregistrer Cédric Jubilard à son insu. Rapidement, le mari devient le principal suspect. En 3 jours de recherche, les enquêteurs, la police, la gendarmerie et les proches de la disparue se posent les mêmes questions. Pourquoi cette mère de famille laisserait-elle ses enfants quelques jours avant Noël ? Mais aussi est-ce un départ volontaire, un accident ou le crime parfait ? 6 jours après la disparition, l'affaire est fortement médiatisée. Le 23 décembre 2020, près de 1000 personnes participent à des recherches collectives. Pourtant, l'attention est palpable. Beaucoup soupçonnent déjà Cédric Jubilard, décrit comme distinct et renfermé. Ce 23 décembre 2020, l'affaire rentre dans le cadre criminel, passant d'une disparition inquiétante à enlèvement et séquestration. Malgré d'importants moyens déployés dans la maison, aucune preuve décisive n'est trouvée. Cédric Jubilard reste cependant sous surveillance constante, son comportement jugé léger et désinvolte d'après la disparition de sa femme choque les enquêteurs qui cherchent toujours un mobile. Cependant, cela ne va pas tarder. En commençant à fouiller dans la vie du couple et en reprenant les investigations à zéro en mars 2021, ils détectent d'anciennes tensions entre les époux Jubilard dans des messages de dispute qui indiquent que le sujet principal de leur dispute était leur maison. Bâtie l'année de leur mariage, la construction avait pris un retard considérable. 4 mois avant sa disparition, Delphine Jubilard avait changé. Elle qui s'était négligée a décidé de reprendre les bonnes habitudes. Elle s'habille mieux, elle se maquille et va même jusqu'à s'acheter des dessus qui ne sont pas pour son mari. Tout de suite, une question émerge dans l'esprit de Cédric. Y a-t-il quelqu'un d'autre ? Il veut des réponses, une preuve. Il épluche les comptes et les moindres achats ou opérations bancaires de Delphine jusqu'à tomber sur une nuit d'hôtel et son compte sur un site de relations extra-conjugales. C'est un déclic. La relation de Delphine et son amant devient une véritable obsession pour lui. Cet homme, Jean à la trentaine, il est employé comme jardinier dans son village de Montauban. Entre lui et Delphine, ce n'est pas juste une relation sans lendemain, c'est du sérieux. Voilà ce que la gendarmerie voulait, un nouveau suspect, une nouvelle piste. Ce dernier est alors convoqué en gendarmerie et il a un alibi. Les enquêteurs voient déjà un mobile plausible. Cédric Jubilard a-t-il tué son époux par trahison ou par peur de tout perdre ? Est-ce un féminicide ? Meurtre d'une femme par son conjoint ou son ex-conjoint ? Le 16 juin 2021, près de 3 mois plus tard après la découverte de la liaison de Madame Jubilard,
Cédric Jubilard est placé en garde à vue pour le meurtre de sa femme. Les gendarmes ont besoin d'aveux. Ils vont tenter de confronter Cédric avec des questions sur la relation de Delphine et Jean. Tout ce qu'ils apprennent de cette tentative et ce qu'ils savaient, tout ce qui les concernait. C'est alors qu'ils utilisent leur carte secrète. Le témoignage de Louis, leur fils de 6 ans à l'époque, qui parle d'avoir entendu une violente dispute et leur séparation le soir du 15 décembre 2020. Comme pour enfoncer le clou, la mère de Cédric et 5 autres témoins ont dénoncé les paroles de l'accusé, menaçant sa femme au moment des faits ou parlant d'un frère proche. Cédric Jubilard se défend comme il peut en disant qu'il agissait sur le coup de la colère et que ce n'était que des paroles en l'air. Accusé de meurtre aggravé à l'encontre de Delphine Jubilard, il est placé en détention provisoire. Malgré tout, il n'avoue rien. Au contraire, il plaide son innocence. L'avocat de Cédric Jubilard établit une parallèle à l'affaire Jacques Viguier. Accusée du meurtre de sa femme Suzanne, disparue en 2000 à Toulouse, elle aussi avait un amant et disparut dans les mêmes conditions que Delphine Jubilard, en pleine nuit et en instance de divorce. Malgré de nombreux soupçons, Jacques Viguier est acquitté en 2009, décision confirmée en appel en 2010. Cette comparaison est marquée par une déclaration forte de l'avocat de Cédric Jubilard. Il vaut mieux être professeur d'université qu'artisan plaquiste pour sortir de prison. Cette phrase souligne le sentiment d'inégalité dans le traitement judiciaire des accusés. À l'automne 2025, le procès Jubilard s'ouvre devant la cour d'assises d'Albi. Cédric Jubilard dispose d'une dizaine de jours pour convaincre la cour de son innocence. Il accepte que le procès soit filmé, ainsi, près de 300 journalistes se sont présentés à la première audience. Dès le premier jour, il affirme « Je conteste toujours les faits qui me sont reprochés ». Les témoignages se succèdent et marquent profondément la salle. Celui de Louis, le fils du couple, bouleversé par la cour lorsqu'il prononce cette phrase « Dis-moi où tu as mis le corps de maman ». Il ajoute à cela un besoin de se recueillir sur une tombe. De plus, il ne souhaite plus porter le nom de Jubilard. D'anciens proches, une ex-compagne et même un ancien détenu affirment que Cédric Jubilard aurait avoué le meurtre de Delphine. Sa propre mère avoue être dans ce tribunal non pas en tant que mère mais en tant que grand-mère. Puis elle rapporte également des propos extrêmement violents prononcés le jour de la disparition. Elle m'énerve, je vais la tuer, je vais l'enterrer, on ne la retrouvera jamais. La défense tente de semer le doute, en évoquant des erreurs d'enquête et l'éventuelle implication d'un tierce. L'amant de Delphine est appelé à la barre, mais une erreur technique dans le bornage téléphonique fragilise cette piste et décrédibilise une partie de l'enquête. Les journalistes interrogent l'avocat de la famille de Delphine, maître Mourad Batik, la veille du jugement. Tandis que certains parlent de justice à la hâte, lui est certain que c'est le moment parfait pour rendre le jugement. Il pense que suffisamment de preuves sont réunies pour attaquer Cédric Jubilard en justice dans ce tribunal d'Albi. Pour lui, Cédric Jubilard est le pire menteur de cette terre, car comme il le dit, Cédric Jubilard est incapable de donner la même version, il ne fait que se contredire. La question de la demande des proches est posée à l'avocat. Il ne souhaite que la réparation de la mort de Delphine et espère que justice lui sera rendue. Bien qu'ils ne sauront jamais ce qui est réellement devenu Delphine Jubilard, ils ne veulent aucune vengeance, juste le corps qui leur manque et qu'ils pleurent. Maître Mourad Batik comparera la disparition du corps de Delphine à la capture de celui d'Hector de Troie, qui ne veut être rendu par ses proches à Achille. On rejoue l'histoire de Troie et d'Hector. Il sait que le jugement du lendemain n'effacera rien aux 50 mystères qui le demeureront. Ce qui se passera demain ne changera rien au drame. Le principal est avant tout de se concentrer sur la procédure. À la fin, l'avocat confie aux journalistes que, quel que soit le jugement que recevra Cédric Jubilard, il y aura un appel d'un des deux côtés. L'affaire Jubilard pose plusieurs questions importantes, sociétales, médiatiques, judiciaires. Peut-on condamner sans corps ? Le verdict montre qu'en droit français, un meurtre peut être jugé sans corps ni scène de crime si le faisceau d'indices est jugé assez robuste. Cela pose des défis d'équilibre dans le doute de l'innocence et de la protection des victimes. Pression médiatique et perception publique. Ce type d'affaires très médiatisée influence l'opinion publique. Il est essentiel pour un procès de rester impartial sans céder à l'émotion collective. L'enquête pose aussi de nombreuses questions sur le traumatisme des familles. Pour les proches, l'absence de corps rend le deuil plus difficile. La condamnation judiciaire peut apporter une forme de reconnaissance, mais ne remplace pas la disparition physique. Il y a aussi des questions de justice et de vérité. L'affaire montre combien la justice doit parfois se composer avec des zones d'ombre et des preuves indirectes, ainsi que la complexité des récits humains. Le 17 octobre, la cour d'assises d'Albi déclare Cédric Jubilard coupable du meurtre de sa femme Delphine Jubilard
et le condamne à 30 ans de réclusion criminelle. La défense fait appel. Un second procès est prévu en 2027, les mêmes questions demeurent. Où est le corps de Delphine Jubilard et Cédric Jubilard est-il réellement coupable de ce qui lui est reproché? Le mystère demeure entier dans l'absence de ce corps. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Au revoir.